Salut, je m'appelle Clémence Bodoc et je vais vous présenter une ancienne petite fille sage qui a décidé d'arrêter de l'être. Ce podcast s'appelle « Sois gentil, dis merci, fais un bisou » parce que c'est une phrase que j'ai trop entendue moi-même étant petite et en grandissant lorsque des adultes la répétaient à des plus petites que moi. Sauf qu'on n'arrive à rien dans la vie en étant juste une gentille fille qui dit merci et qui fait des bisous sur demande. Ça s'appelle une poupée et c'est pas un être vivant doué de libre arbitre. Alors j'ai voulu donner la parole à celles qui ont réussi à sortir des cadres, des boîtes, à se libérer des injonctions contradictoires et à se défaire des croyances limitantes qui les auraient cantonnées à des rôles bien stéréotypés. Des rôles de poupées, quoi. Sois gentil, dis merci, fais un bisou n'est pas le podcast des insolentes. C'est celui des femmes ordinaires, au destin extraordinaire juste parce qu'elles ont décidé de faire ce qu'elles voulaient. Elles ne sont pas plus insolentes que la moyenne, elles sont juste celles qu'elles ont décidé d'être. Et l'ancienne petite fille sage que j'accueille aujourd'hui s'appelle... Diams. Surprise. Non, salut tout le monde, je suis Sophie-Marie Larouille. Salut, merci beaucoup d'avoir accepté d'être ma toute première invitée. C'est un grand plaisir. Merci. Alors, je dois t'avouer que ma première question, normalement, c'est comment tu étais quand tu étais petite. Mais il se trouve que j'ai lu le premier chapitre de ton roman, L'Art de la guerre 2, qui est une immersion dans la tête de la petite fille que tu étais à 4 ans. Yes, c'est ça. J'ai l'impression que tu étais en décalage avec le monde qui t'entoure. Oui, parce que j'ai un grand frère qui a 10 ans de plus que moi, donc c'est comme si j'étais enfant unique. Et j'étais très chérie à mon arrivée. Mais heureusement que j'avais 40 000 cousins, comme tu as pu le lire dans le premier chapitre. Mais en effet, j'étais assez en réflexion très tôt. Genre... du plus loin que je me souvienne, je me suis toujours dit mais pourquoi la terre elle tombe pas, tu vois, des trucs comme ça. Donc quand j'étais petite, moi j'étais marrante. Je crois que j'étais un peu mignonne parce que j'étais rousse et j'avais les yeux verts, donc du coup c'était ok, tu vois, dans le délire. Hein. Et donc du coup tout le monde me donnait des bonbons et des colliers parce que j'étais la petite dernière. Donc on attendait de moi que je fasse rire mais que je sois quand même mignonne. Est-ce que tu te souviens à quel moment t'as commencé à exprimer le fait que t'étais en désaccord parfois avec les choses que les adultes te disaient? Tout à fait. Je me souviens très bien, je crois que j'étais en primaire et je suis rentrée de l'école un jour et j'ai dit à ma mère « Mais attends, il y a un truc que je comprends pas. Vous êtes bien payé pour aller travailler ?» Elle m'a dit « Ouais. » J'ai dit « Ok, donc et nous, quand est-ce qu'on est payé pour aller à l'école? Parce qu'on y passe quand même un sacré bout de temps, non ?» Et là, tout le monde a ri très fort en disant « Elle est trop mignonne. » Et j'étais là genre « Ok, c'est vrai que je suis mignonne, mais est-ce que quelqu'un peut répondre à ma question à un moment donné ?» Est-ce que tu as l'impression que le fait de poser des questions, ça t'a amené des problèmes? Ah, c'est une bonne question, putain. Oui, parce que soit on te répond et en fait, tu voulais pas savoir. Par exemple? Je sais pas, j'ai pas d'exemple précis, mais pourquoi tonton il s'enferme et il crie, tu vois? Et là, c'est vraiment t'es trop petit pour comprendre qu'il est malade d'alcoolisme et que c'est pas facile, quoi, tu vois. Je veux dire, ça ouvre des chakras qu'on est peut-être trop petit pour ouvrir quand on pose des questions depuis toujours. Mais après, bon, voilà, c'est la vie, hein, il faut quand même... C'est marrant, j'y pensais en venant sur le chemin. Est-ce que si un jour j'ai des enfants, est-ce que je leur parle de tout, de la prison, des gens qui font des bêtises et tout, ou est-ce que je les préserve complètement, quitte à faire d'eux des sortes d'êtres humains aseptisés qui sont pas du tout conscients du monde qui les entoure. Voilà, ma réflexion du matin, Strasbourg-Saint-Denis. Alors attends, tu disais soit t'es pas prêt à entendre, soit t'es pas prêt à entendre, soit on veut pas te répondre et ça te rend fou, quoi. Tu vois. Exemple, tous les gamins, leur phase où ils disent pourquoi nanani, c'est fou quand même. Donc soit on te répond et voilà, et t'es pas prêt, soit on te répond pas et ça te rend ouf et tu penses qu'à ça et ça tourne dans ta tête et tu pètes un câble et t'es là, genre tu fais des crises et tout, genre mais putain, mais je veux comprendre. Voilà, et personne te calcule parce que t'es petit et au motif que tu fais du 27, t'as pas vos chapitres. Ah, ça va. Et t'es mignonne. Donc, ouais, voilà, en plus. Alors je t'ai envoyé une liste de premières fois. Parce que je pense qu'il y a plein d'événements dans la vie qui sont un peu la croisée des chemins. Mais tu t'en rends compte une fois que tu as passé le croisement. Et je te laisse choisir finalement quelles sont les premières fois que toi t'estimes les plus marquantes. Et la première que tu m'as soulignée, c'était, je te demande la première fois que tu as été punie pour quelque chose. Ah oui. C'était pourquoi? On rentrait de l'école, ma mère me ramenait de l'école avec
un collègue de classe, on était en CE1, un truc comme ça, et on était à l'arrière. Et je lui ai dit, toi, t'es vraiment un sacré comme ça. Et je lui ai fait un doigt d'honneur. Parce que je savais pas ce que ça voulait dire, j'avais juste intégré que c'était une insulte, mais je n'avais pas compris comment l'utiliser. C'est comme si je disais je suis super préhensible pour dire je suis fatiguée, tu vois. Bref, j'avais pas compris. Et donc ma mère, je me souviens toujours de son regard regardant le rétro et voit que je fais ça et vraiment elle me fait une tête genre ouais. Je crois que c'est la seule fois qu'elle a une tête d'afro-américaine dans toute sa vie. Et donc, on est rentré à la maison. Elle m'a évidemment punie et j'ai dû copier 100 fois. On ne dit pas, toi, t'es vraiment un sacré plus doigt d'honneur. Et t'avais quel âge ? Franchement, je crois que j'étais en quelque chose comme CE1, donc je sais pas quel âge ça fait, 7 ans ou un truc comme ça. Qu'est-ce que ça t'a fait ressentir ? J'avais honte. On disait pas trop de... Mes parents, ils disent pas de gros mots et tout. Et le seul truc que parfois ils disent, c'est merde. Avec un... tu vois, ils disent pas merde parce qu'ils viennent de l'Est, donc ils disent merde. Et la vache, comme ça. Et quand j'étais ado aussi, mon frère m'a dit... J'ai dit un jour, la vache. Et il m'a dit, mais arrête de dire ça, c'est moche dans ta bouche. C'est vraiment laid, quoi. Et vraiment, je me sentais honteuse. Comme si moi, j'avais eu accès à un truc auquel normalement j'aurais pas eu le droit d'avoir accès, quoi. J'étais pas censée être là. Et est-ce que ça t'a donné, je sais pas, une espèce de peur d'être punie à nouveau, ou finalement quelque part, c'est pas grave d'être punie? Non, j'ai pas eu peur parce que j'ai pas été beaucoup punie par mes parents, malheureusement peut-être. Encore une fois, comme j'étais la petite et que mon frère ils avaient 10 ans d'éducation d'un adolescent dans les pattes, puisqu'il était en train de devenir adolescent quand je suis née. Il savait plus ce que c'était le délire des bébés, tu vois, qui sont un peu qui font leur vie et tout. Et moi, j'avais beaucoup de caractère dès que j'étais petite, donc du coup, je faisais vraiment ma loi, quoi. J'étais comme Obélix, tu sais, quand il doit partager un gâteau en plusieurs parts. Genre quand j'avais des bonbons, tout le monde me disait est-ce qu'on peut partager, et vraiment j'en donnais un à chacun et après je partais au fond du jardin comme un chien avec son os, tu vois. Donc non, j'ai pas eu peur ensuite d'être punie parce que j'avais vraiment pas l'impression que quelqu'un d'autre faisait autorité à part moi sur moi. Donc c'était ambivalent puisqu'il fallait à la fois que je fasse gaffe à ce que je faisais de ma peau, mais à la fois j'aurais bien voulu que quelqu'un me mette des limites, quoi. La punition, le phénomène de la punition, c'est pas quelque chose que tu as vécu comme on me remet dans le droit chemin, mais plutôt comme je vais définir mon chemin. Ouais. Okay. Oui, et puis, j'avais bien vu que j'avais merdé, mais dans ma tête, j'étais... Bon, je dis pas que c'est le cas, hein, je me calme aujourd'hui, je vois bien que je suis loin derrière plein de gens, mais dans ma tête, j'avais un peu un complexe de toute puissance infantile, tu vois, genre j'étais persuadée que j'étais plus intelligente que tout le monde et que, ok, je m'étais fait prendre une fois, donc ça, j'avais intégré qu'il fallait pas que je dise, toi, t'es vraiment un sacré en faisant un dos d'honneur à quelqu'un, ou qu'il fallait pas que je dise, oh la vache. Mais ça, mis à part, en termes de limites, j'ai pas eu beaucoup de confrontations avec mes parents et donc pas peu de punitions et donc pas de peur par rapport à ça. La première fois que tu as exprimé une ambition professionnelle? C'est pas un truc qui existe. En tout cas, je sais pas si c'est partout, si c'est propre au Grand Est, quoi, mais c'est peut-être une question de milieu ou de trucs comme ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, jamais je me suis dit... je les voyais en plus, mes copines ou les gens autour de moi qui disaient « Plus tard, je veux être infirmière. Plus tard, moi, je veux 2 enfants. Je les appellerai Cécile et Bernard. » Et moi, j'étais là « What ? Mais de quoi ils parlent ?» J'avais aucune conscience d'un lendemain, tu vois, et d'un futur quel qu'il soit, en fait. On était vraiment YOLO, finalement, parce que pour moi, on n'avait pas le droit de faire, c'est ce que je raconte dans le roman, on n'avait pas le droit de faire d'autres métiers que ceux que mes parents faisaient. Donc, soit à l'usine, soit au max à l'usine, mais dans les bureaux, quoi. Pour moi, ça n'existait pas. Les autres trucs, genre la banque et tout, c'était les autres gens qui avaient le droit de faire ça. Et nous, non. Donc, je te laisse imaginer, au moment où j'ai compris que j'avais le droit d'écrire, comment j'ai pété un câble. C'était quand, ce moment-là? Ah bah, c'était vraiment pas quand j'étais dans l'Est, ça c'est sûr. C'était, je sais pas, je devais avoir 25 ans, tu vois, un truc comme ça, 26 même peut-être. Donc, ce qui est vraiment
un peu tard parce qu'il faut tirer son temps jusqu'à là. Donc j'étais là, mais nom d'une pipe à crack, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? C'est vraiment trop long, je peux pas passer ma vie à m'occuper comme je le fais pour que le soir arrive et que j'aille me coucher. Ça s'appelle une dépression, ça, vraiment. Ouais, c'est intéressant ce que j'allais dire. Et si la clé pour pas se mettre la pression, c'était justement de ne pas se projeter dans l'avenir et de pas se dire que, en fait, il faut que je réussisse, il faut absolument que je fasse quelque chose, que je rentabilise mon temps sur Terre. Finalement, j'ai l'impression que tu étais un peu vécu l'inverse, comme si tu avais de toute façon rien à faire, en tout cas qu'on te demandait rien et que tu avais accès à rien. Donc tout était une victoire finalement. En fait, si t'as... je pense que c'est vraiment, ça varie selon qui t'entoure. À la base, c'est quoi tes racines et c'est quoi tes réflexes profonds, quoi. Parce que si t'as des gens qui, eux, sont ambitieux, que tu les entends parler de comment ils vont manager leur vie, qu'elle soit personnelle ou pro, je pense que tu peux go with the flow, tu vois. Tu peux te dire, ok, on verra, machin. Mais chez nous, on n'était vraiment pas comme ça. C'est-à-dire qu'on était soit victime du patronat, enfin tu vois, on n'était jamais maître de nos destins. C'est toujours quelqu'un qui décidait pour nous. Enfin, je parle de pas moi, mais ma famille en tout cas. Et pour moi, on était vraiment keblo, tu vois, comme des lapins dans les lumières d'une voiture, quoi. Et je me disais, mais non, mais est-ce qu'il y a vraiment pas un autre moyen de vivre sa vie que de rentrer et de subir l'ire de quelqu'un ou ses décisions, tout simplement, quoi. Subir son destin. Et tu disais, on n'était pas maître de notre destin. Et c'est quand la première fois où tu t'es senti maître de ton destin? C'est quand j'ai reçu ma première carte de presse. Ah, alors c'est là, la vraiment... première fois que tu as été fière de toi. Ouais. Donc, je travaillais chez Mademoiselle et on devait être à la moitié de mon alternance. Donc, on devait être en 2009, un truc comme ça. Donc, tu vois, c'est pas si vieux, quoi. J'ai pété un câble. Mais rien que d'y penser, en fait, j'ai encore des frissons et j'ai encore envie de chialer. Parce que j'ai hurlé de joie. J'ai hurlé en allant à la boîte aux lettres. Je l'attendais. Putain, mais t'as même pas idée comment je l'attendais. Ça faisait 2 mois que tous les matins, tous les midis, je rentrais pour voir s'il y avait quelque chose dans la boîte aux lettres. Et rien. Chaque jour, il y avait rien. Et j'étais vraiment dans... Pour moi, c'était là que ça allait basculer, tu vois. Qu'est-ce qui était si important? Le fait d'appartenir au monde des gens qui ont une place et qui n'ont pas à se justifier H24 d'être là, tu vois. Parce qu'ils sont sympas ou parce que c'est le plus sain de machin ou parce que machin. J'avais le droit d'être où je suis sans l'aide de personne. Et c'était vraiment un sentiment tellement libérateur et nouveau que j'en ai vraiment... Je te dis, j'ai hurlé de joie. Je me rappelle encore du goût de mon cri aux oreilles, tellement c'était fort, quoi. Et donc, ce jour-là, je suis rentrée à midi. Ma mère était... c'était à Lille, donc ma mère était là et il y avait mon mec de l'époque. Et je vais à la boîte aux lettres et rien. Et vraiment, je rentre et j'étais de mauvaise humeur. C'était terrible. Et vraiment, quand je suis de mauvaise humeur, quand je suis mal embouchée, je suis vraiment une horreur. J'arrive et tout, et je vois que les assiettes étaient retournées, les 3 assiettes retournées, et je dis mais c'est bizarre et tout. Je dis putain, je l'ai toujours pas reçu, je suis vraiment dégoûtée, c'est sûr, ils vont pas me la donner et tout. J'étais vraiment encore dans le doute, tu vois, d'avoir le droit d'être là. Et je retourne mon assiette, et en fait, ils étaient allés au courrier, ils avaient cherché ma carte de presse et ils l'avaient posée dans mon assiette. Et donc là, vraiment, j'ai... Oh, mais c'était fou, quoi. C'était incroyable. C'est un marqueur de légitimité? De ouf. Je voulais me faire tatouer mon numéro de carte de presse, n'importe quoi. J'étais tellement... Enfin, en termes de psychologie, je pensais pas mal, quoi. J'avais besoin de l'inscrire dans moi pour être légitime, donc c'est drôle. Donc, t'avais quel âge à ce moment-là? C'était à 26? Ouais, 26, enfin, okay. Un truc comme ça, autour de ça. Alors, je rebondis parce que tu m'as aussi dit la première fois que tu as douté de tes capacités, c'était encore une fois beaucoup plus tôt dans ta vie. Tu me parles de ton CPE de 3e. Ah oui, bien sûr. Quel connard, putain, je m'en rappellerai toute ma vie de celui-là. Je ne comprends pas. Si vous êtes CPE et que vous nous écoutez, rassurez-nous et dites-nous que vous êtes des bonnes personnes. Je n'ai rencontré personne qui m'a dit « Moi, j'avais un CPE ou une CPE. » Ils étaient chambés. Jamais. Donc, je ne comprends pas pourquoi... Ma mère est CPE, fais gaffe à ce que tu dis. Ta mère est CPE? Putain, ouais. Est-ce que je peux prendre son numéro et l'appeler, s'il te plaît? Parce que vraiment, je suis traumatisée des CPE. Bref. Donc, je vais voir ce gars. Vous savez, dans les ambiances de CDI, ouais. C'est à la fois chuchotant, il y a de la moquette, mais quand même, on n'a qu'une envie, c'est de pouffer
Et donc, on va juste à la limite sonore pour entendre le chut, tu vois, Oui, je vois très bien. qui rend fou. Et donc, il avait son petit bureau là-dedans avec ses fiches de tarbat d'Onicep de merde là. Et donc, je lui explique que j'étais en troisième, que je voudrais aller en section européenne. Donc, en gros, vous voyez le délire, hein, c'est de faire des matières dans d'autres langues en plus du français. Et c'était le seul truc qui me branchait, moi, les langues. J'avais vraiment un délire là-dessus. Et c'était les seuls cours où j'allais, déjà au collège, et qui m'intéressaient. Bref, je voulais tout faire, l'espagnol, l'arabe, le russe, tout. Et là, je dis ça, et je te jure qu'il fait... comme un cheval qui pouffe, quoi. Et il me dit, ouais, non, mais c'est bouché, les langues. C'est pas la peine que vous fassiez un truc comme ça. De toute façon, il n'y a pas de poste dans l'éducation nationale pour être prof de langue. Et j'étais là, de quoi ? Mais jamais de la vie, je veux être prof. Je veux juste apprendre 1000 langues. Donc, laisse-moi avec mon seul élan. Enfin, tu vois, on parle quand même d'une période où j'ai 14 ans. Il faut quand même les dérider, les gamins de 14 ans, pour qu'ils aient envie de faire un truc. Il faut quand même le louer, tu vois. Et lui, au lieu de louer mon initiative, il me dit non, mais faites un BEP. C'est bien, il y a du taf dans la vente. C'est bien pour vous, c'est plus sûr. Et vraiment, je suis sortie de là. Et heureusement que le dialogue n'était pas 100% rompu avec ma mère et je lui ai raconté, elle était hors d'elle. Elle a rien fait, mais elle était hors d'elle. Tu parles pas d'un conseil d'orientation plutôt que CPE ? Ah pardon, je me trompe. On reprend toute l'histoire. Pardon. Ça avait plus de sens. Enfin, ça n'empêche pas que là, ce que tu racontes, c'est un conseil d'orientation. Et c'est vrai que je pense qu'on est nombreux et nombreuses à se reconnaître dans des conseils d'orientation pas très encourageants, on va dire. C'est fou, hein. Poliment. Mais c'est vrai que moi, j'ai les mêmes histoires avec des profs qui orientent des élèves dans certaines voies, un peu à la tête du client. Oui, mais tu vois, encore les profs, leur travail à eux, c'est d'apprendre quelque chose. Le conseiller d'orientation, sa matière, c'est de te putain de conseiller sur ton orientation. Excusez-moi, je dis un peu des gros mots, mais c'est parce que ça m'énerve. Et du coup, ça, c'est la première fois où, en fait, tu as douté de tes capacités. Mais tu me disais avant que tu n'avais pas eu d'ambition professionnelle avant 26 ans. Donc, en fait, dans ta vie, tu as commencé par douter avant même d'avoir finalement des convictions sur ce que tu voulais faire. Bah ouais, je te dis, c'est vraiment ça, tu l'as lu dans mon premier chapitre, c'est vraiment, pour moi, on réfléchissait pas à ce qu'on allait faire dans la vie puisqu'on avait déjà notre métier tout tracé. Donc à l'usine ou machin. On n'avait pas le droit de rêver. Voilà, c'est ça. Donc du coup, moi je rêvais en faisant les scénarios de mes Barbies, mais sinon, pas. On n'a pas trop parlé de socialisation, du monde autour de toi. La première fois que tu m'as sélectionnée, donc c'est une première fois que tu as eu peur d'un homme ou de l'autre, j'ai appelé ça. En fait, la philosophie de cette question, pour moi, c'est vraiment la première fois que tu te sens vraiment en danger, menacé. C'était quoi pour toi ? C'est sur la tombe de mon père, si je te trouve, je t'encule, c'est ça ? Ouais, c'est vraiment là. Donc oui, j'ai vraiment réfléchi à cette question parce que ça me paraissait tard, tu vois, cet événement-là que je raconte. Donc en gros, j'avais mon premier amoureux, vraiment, qui était la première personne importante amoureusement dans ma vie. À quel âge ? 17, on s'est rencontrés, j'avais 16 ou 17 ans, un truc comme ça. On s'est embrouillés, on était au téléphone et donc il me cherchait dans la ville et moi j'étais à pied, lui il était en voiture et il m'a donc dit sur la tombe à mon père je te trouve, je t'encule. Et c'est là où je me suis dit ah ouais, c'est chaud quand même parce qu'en fait je me sentais prise au piège, j'avais aucune issue. Qu'est-ce qui est safe, quel endroit est safe? Et ça me l'a fait aussi pour les attentats. Je me dis, on se cache chez nous, mais qui nous dit que... Enfin, une porte, c'est ouvrable, donc voilà. Et c'est la première fois que je me suis dit, il n'y a pas de bonne place. On est en sécurité nulle part. Donc, je te laisse imaginer le bail de construction amoureuse et de construction psychologique quand, dans ta tête, à 17 ans, le délire, c'est aucun endroit n'est safe. Comment t'as géré ça, justement ? Alors il m'a retrouvée, il m'a pas enculée de force, je vous rassure. C'était juste une très belle insulte de quelqu'un qui savait manipuler son prochain. Donc si quelqu'un vous fait peur comme ça, et si en plus c'est quelqu'un dont vous êtes amoureux ou amoureuse, sachez que ça s'appelle de la manipulation. C'est important de le souligner très simplement. Qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, j'ai hurlé, je me suis défendue.
On est monté dans sa voiture. Il m'a fait monter dans sa voiture et j'ai cédé parce que j'arrivais pas à m'enfuir, quoi. Je me suis défendue en parlant, en criant, en le menaçant moi aussi. Mais bon, je savais que même si intellectuellement j'étais en meilleure forme que lui, physiquement, je ferais jamais le poids. Et ça, c'est très dur, je trouve, quand t'es une meuf, de te rendre compte que vraiment, t'as beau avoir les bails pour fermer sa gueule à quelqu'un, s'il décide de te marave, c'est cuit. Tu vois, tu peux pas. C'est là que j'ai commencé à faire du Krav Maga. Ah, c'est vrai? Oui. Enfin, c'est pas à ce moment-là, mais quand j'ai compris ça vraiment, que j'ai fait une thérapie et que j'ai pleuré pendant l'équivalent de 25 000 euros sur la tombe à mon père, je te trouve, je t'encule. Ouais, voilà. J'ai fait quelques cours de Krav Maga en seul à seul, parce que j'aime pas les cours collectifs, je suis timide. Et du coup, j'ai fait une dizaine de cours. Et vraiment, maintenant, bon, je vais pas faire du MMA dans des compétitions à Bercy, mais au moins, je sais à peu près me défendre en cas de quoi que ce soit. Tu penses que tu sais te défendre ou que tu t'es rassurée psychologiquement que tu étais capable de te défendre, ce qui n'est pas du tout la même chose? Bah ouais, mais si on repart là-dedans, je vais retourner chez mon psy, donc du coup, c'est pas une affaire pour moi. Rien n'est safe. Je le continue à le croire. Je sais, c'est comme les gens qui ont une phobie. Les gens qui ont la phobie de prendre l'avion, bon, soit ils arrivent à dépasser cette phobie et ils rationalisent le fait qu'un avion, c'est un véhicule, que l'air, c'est pas du vide, que l'important, c'est la destination et pas le voyage, dans le cas de l'avion, tu vois. Tu dis, j'ai peur 4 heures, mais vraiment, je suis à Marrakech après, donc c'est vraiment stylé. Ça vaut le coup. C'est pareil pour cette peur-là de ne pas savoir se défendre. Ou de ne pas avoir d'endroit safe. On n'a pas d'endroit safe, c'est faux. Mais on peut rationaliser en disant « Ok, mais pour l'instant, tout se passe bien. Et au pire, qu'est-ce qui se passe ?» C'est intéressant ce que tu racontes, parce que c'est aussi ce que je me dis suite à tout ce qui se passe avec le hashtag MeToo. C'est, oui, effectivement, le monde entier n'est pas amical, accueillant envers les femmes. Néanmoins, si le choix c'est de ne pas vivre ou accepter de vivre dans cet environnement-là, quoi qu'il arrive, j'ai choisi mon camp, en fait. Bah, c'est bien, mais de toute façon, il faut accepter que la force, c'est pas constant. On n'est pas dans Outlander, quoi. La force, c'est une sinusoïdale. Des fois, t'en as, des fois, t'en as pas. Quand t'en as pas, laisse aller et fais confiance, en fait. Le pire affront qu'on puisse se faire, c'est de ne pas se faire confiance. Alors, on a fait le tour des premières fois, et j'avais une deuxième série de questions qui était le jour où. C'est pas forcément des premières fois, mais c'est des moments marquants également. Et je suis contente que tu aies choisi celle-là, parce que c'est une que j'aime beaucoup aussi. Le jour où j'ai compris que j'étais une femme. Pour toi, c'était quand on a commencé à parler du harcèlement de rue. Avant ce tsunami de Balance ton port et du MeToo, ça fait quelques années quand même qu'on commence à... Il y a eu plusieurs effectivement vagues de témoignages féministes, et c'est vrai que Balance ton port, c'est la plus récente et celle qui a la plus grande ampleur, mais avant ça, il y en a eu beaucoup d'autres. Voilà, donc ça, c'est à notifier, c'est-à-dire que c'était des premiers essais, comme des gens qui ouvrent la porte en disant « Bonjour ». Mais on disait pas assez fort bonjour, donc du coup personne ne nous entendait, comme quand tu arrives dans une soirée que tu dis salut et que personne te répond, quoi. Donc c'était il y a 2-3 ans, et il y avait un délire comme ça où les gens disaient mais non, mais c'est des foutaises, ça n'existe pas, le harcèlement de rue, les meufs elles aiment se faire draguer, et puis celles qui aiment pas se faire draguer, ben c'est des féministes, machin. Donc je lisais ça, et moi je débat jamais sur Twitter, je sais pas faire, et en plus j'ai pas l'énergie, donc respect à celles qui le font, mais moi j'arrive pas à le faire. Mais je voyais quand même, et je me disais mais ça me concerne là, j'ai l'impression, contrairement d'habitude où je dis juste oh là là ils sont relous, putain, ils peuvent pas faire autre chose au lieu de perdre leur temps à débattre sur Twitter, tu vois. Et donc et je voyais les commentaires des gens, et en fait ça m'a fait comme un interrupteur à l'intérieur de moi, et là je me suis dit je vais participer. Je vais montrer ce que c'est. J'ai une toute petite communauté, mais je sais que c'est que des gens intelligents. D'ailleurs, je les embrasse. Et c'est vraiment des gens qui sont mignons. Je pense que c'est parce qu'ils sont pas encore nombreux. Je sais pas. En tout cas, je les embrasse quand même.
Et j'ai dit, ok, je sors de chez moi, je suis habillée de telle et telle manière pour vous préciser très sincèrement quels sont les bails, quoi. Il était tôt, il était 9h du mat. Je vais vous live tweeter toute ma journée de meuf à Paris qui prend le métro. Et j'ai posté, je sais plus, des dizaines de tweets. Mais j'allais dire de rien du tout, du gars qui dit charmante. Tu vois, quand tu passes sans insister, au gars qui te siffle, au gars qui te bloque le passage, au frotteur dans le métro. Et vraiment, à midi, je me souviens très bien, il y a des gens qui m'ont dit « Arrête, je t'en supplie, ça nous fout trop le cafard là, on est vraiment en bad. » J'étais là « Ah bon ? Mais pour moi, c'est notre journée à nous. Donc ça veut dire que ma journée, elle te fout le cafard. Donc ça veut dire que tu admets qu'il y a quelque chose d'anormal, puisque normalement, tu fais partie de ma communauté et je te fais rire ou tu vois, machin. » Et voilà, après, c'est vrai que j'aurais voulu continuer jusqu'au soir, mais même moi, en fait, ça me foutait le cafard de pas faire de déni sur tout ce que je vivais, toutes ces agressions malignes que je vivais dans la journée. Le jour suivant, c'était le jour où j'ai pris conscience de ma voix, et tu m'as répondu complètement autre chose, mais j'ai l'impression que ça coïncide un peu avec le jour où t'as compris que t'étais une femme aux yeux de la société, parce que c'est aussi le jour où t'as compris que tu avais une voix, c'est cette journée-là en fait, où en témoignant, tu te rends compte que tu arrives à toucher les gens et à les faire réfléchir. Mais tu sais, encore une fois, ça vient de la racine de ne pas avoir voix au chapitre, de ne pas avoir à donner son avis. Quand même, PS, le mantra de mon grand-père, c'était « c'est le plus intelligent qui se tait ». Donc, je n'imagine même pas les secrets de famille qu'on a. Parce que pour avoir à notifier cette phrase, qu'elle me reste en tête et que je la transforme aujourd'hui en une parole libre, c'est vraiment que je paye pour des arrière-grand-mères qui zonent quelque part autour de moi en ce moment. Je les embrasse d'ailleurs. Céleste, bisous. C'est effectivement le pire conseil qu'on t'ait donné, tu m'as dit ça. C'est le plus intelligent qui se tait. C'est horrible. Non mais sérieux, c'est pas la pire chose. Ah ben si, totalement. Mais tu te souviens du jour où t'as compris que c'était la pire chose et que t'avais pas à faire ça ? Mais en fait, comme je l'ai écrit, c'est vraiment une des... au début de l'art de la guerre 2, je pose les bases et vraiment ça intervient assez rapidement ce truc. Mais en fait, c'est récemment où je parlais avec ma mère et ma mère, elle est chambée. Franchement, je l'adore et tout. Elle est hyper marrante, elle est hyper philosophe sans s'en rendre compte et tout. Mais des fois, elle a encore un reste de... On dirait qu'elle répète un discours qu'elle ne comprend pas. Et du coup, donc comme maintenant j'essaye de vraiment poser ma pensée et tout, donc bref, on discute et tout. Elle me redit cette fameuse phrase, non mais laisse tomber, de toute façon c'est le plus intelligent qui se tait. Et je lui dis, alors, ah oui, du coup faut qu'on en parle de ça. Et donc je lui dis, mais pourquoi ? Parce que tu vois, je fais le truc que je te disais tout à l'heure. Au pire, qu'est-ce qui se passe si on ne se tait pas ? C'est intéressant, tu vois. De quoi elle a peur ? Elle me dit, non, mais tu sais, si tu deviens un con après, puis tu peux en venir aux mains. Je dis, ah, mais de quoi tu parles ? Sérieux ? Et donc, j'ai dû rire, mais je voulais pas me foutre de sa gueule, tu vois. Je lui disais, mais enfin, qui se bat ? Honnêtement, tu vois, moi j'adorerais parfois que les gens se battent parce que ça serait plus facile en fait. Parce qu'il y a des rhétoriciens tellement forts que si on les mettait dans un truc plus primal, tu vois, je pense qu'ils se débrouilleraient pas aussi bien. Mais bon, bref, le but c'est pas ça. Et je disais, mais qui se bat ? Elle me disait, ah bah oui, c'est vrai, t'as raison. En fait, et elle, franchement, elle a 66 ans, quoi. Donc vraiment, j'ai vu dans son cerveau, ça a fait pouf, tu vois, il y a un truc qui a pété, genre, putain, depuis le début, je me plante, en fait, ah merde. Je trouve qu'il y a une certaine cohérence avec l'idée d'être dans un monde où on éduque les filles à être sages, gentilles, douces. Si tu donnes ton avis, tu te mets en danger d'une certaine façon. Comme si tu sors de chez toi, tu te mets en danger. Bah, et c'est ça qui est complètement pourri dans la façon dont on perçoit la place des femmes dans la société. En fait, ce qui est ouf, et ce que j'essaye vraiment de l'expliquer au maximum de monde, que ce soit les gens qui comprennent pas les harceleurs ou les gens qui ne comprennent pas qu'on se sente harcelé, enfin tu vois, qui disent je ne comprends pas que vous vous sentiez harcelé. Non, je ne me sens pas harcelée, je suis harcelée, tu vois. C'est dans ta tête. je leur dis, en fait, il y a un truc qui est fou, c'est que on n'a pas le droit d'occuper l'espace public. Ça ne nous est pas réservé. Mais si on s'y aventure, on appartient à l'espace public.
on est vraiment une putain de place de parking dès qu'on est dehors. Donc les gens ont le droit de se poser sur nous, etc. Donc c'est très simple. C'est, je veux dire, cette phrase que je dis, et si ça vous intéresse, sachez que vous pouvez la réutiliser parce que c'est une phrase. Tout le monde comprend et ils sont là genre ah ouais, ah putain, mais ouais, c'est vrai en fait. Tu vois pas, tu vois des teneurs de murs, mais tu vois pas des meufs qui zonent, qui traînent sur des bancs et tout. Il y en a pas. À Ou part, alors c'est sur un territoire qu'elles ont, oui. c'est à elles, quoi. Ou qu'on leur a octroyé. Mhm. Genre un lopin, un lopin à Châtelet. C'est quoi la pire épreuve que tu aies eu à affronter, ou le pire obstacle? Parce que donc on reprend un peu toute ton enfance, toute ton adolescence, hein, tu t'en parlais tout à l'heure, c'est pas comme si on t'avait donné des clés, des pistes, des chemins, des armes. Finalement, t'as fait ce que tu voulais faire un peu toute seule, en fait, à la force de ta motivation. Et est-ce que tu te souviens du pire obstacle, la plus grosse épreuve que tu as eu personnellement à affronter? Je sais plus ce que j'ai marqué parce qu'il y en a, j'avais du mal à choisir en fait. Donc, tu peux me redire ce que j'ai dit? Comme ça, je me lance là-dessus. Alors, si tu m'as dit, paraît le encore jour où pertinent. j'ai compris à quel point je devrais travailler pour arriver à quelque chose. Putain, sa mère, c'est vrai ça. Explique-moi. Ouais, je me la suis un peu racontée en répondant ça parce que c'est vraiment pas le pire jour, mais enfin, c'est chaud quand tu te rends compte que vraiment le truc de je sais plus qui là qui disait le succès c'est 90 de taf et 10 de talent. Vraiment, c'est 99 de taf et 1 de talent. Honnêtement, c'était le pire et le meilleur jour parce que, encore une fois, pour moi, on est de l'eau, donc on fait des vagues, tu vois. On n'est pas genre un bloc de granit complètement constant, hein. Mais c'est la pire et la meilleure chose que j'ai comprise parce que je suis vraiment très, très, très heureuse de faire ce que je fais. Je suis saucée. Ma vie, elle claque, vraiment, ça déchire. Je suis tellement émue, en fait, d'avoir le droit de faire ça ou de me l'être octroyé, je sais pas encore. Mais je suis tellement fière qu'il y ait des gens qui m'écrivent et qui me disent qu'ils ont fini mon livre et qu'ils reprennent l'écriture. C'est un truc de ouf, sérieux, quoi. Enfin, tu vois. Et donc ça, c'est dans les meilleurs jours. Et dans les pires jours, quand t'as rien, mon gars, t'as rien sous la main. Tu n'as aucune putain d'idée. Et tu dois rendre. Donc, éthiquement, c'est pas écrit dans le contrat, mais il faut pas remplir. Tu vois, faut pas faire de remplissage de trucs. On l'a tous et toutes fait, hein, vous inquiétez pas, je vais pas vous balancer. Mais quand tu sais que ça va être chaud et que tu vas vraiment y passer 11 heures devant ton bureau et que tu vas avoir le cul carré et que vraiment c'est pas aujourd'hui que tu vas arrêter de fumer parce que quand tu réfléchis, il faut fumer et que du coup tu fumes 40 clopes dans la journée. Là, vraiment, je me dis, mais sérieux, je voudrais juste un CDI et des putains de tickets restaurants. T'es sûr que t'aurais envie de ça? Non, moi je pense que en fait, non. En fait, je pourrais pas. Mais pendant 20 minutes, j'en ai envie, tu vois. Mais quand j'ai un pote ou une pote qui m'invite au resto et qui me rince en ticket restaurant, je les regarde comme si je voyais des dollars américains, s'il te plaît. Vraiment, je suis là, genre, waouh, c'est un 12 €. Waouh, de ouf. Je trouve que ton pire obstacle, il est très cohérent avec ce que tu disais sur être maître de son destin. Parce que c'est se rendre compte qu'on est maître de son destin, c'est à la fois une libération et, je pense, le pire obstacle à dépasser. C'est la pire chose. Donc, il n'y a pas la marraine la fée qui va apparaître Non. et exaucer mes vœux, c'est moi qui vais devoir bosser pour les réaliser. Exactement. Mais en étant un petit peu plus terre à terre, je sais pas si je peux me permettre de prendre une minute. Parce que ça, c'est très évanescent comme la pire épreuve, tu vois. C'est quand même un truc d'une meuf qui arrive à faire entendre sa voix. Donc, j'ai bonne bine, tu vois, de dire « Ah non, la pire épreuve, c'est le jour où j'ai compris qu'il fallait que je travaille. Vas-y, c'est bon, calme-toi, tu vois. » J'ai envie de me dire à moi-même quand je m'entendrai « Calme-toi. » Donc, vraiment, il y a quand même une fois où j'ai hésité à mettre ça, mais je me suis dit « Non, mais vas-y, t'es toujours en mode déprime. Tu vas déprimer les gens, SML, putain. » Je me suis rendu compte, j'ai fait une grosse dépression quand j'avais 20 ans et je me suis rendu compte que on pouvait être fou, on pouvait devenir fou très facilement. Et j'ai dépassé, alors je peux vous la personnifier parce que je l'ai vu, c'est une toute petite ligne
comme une sorte de fil de fer à 10 cm du sol, comme une mauvaise blague pour vous faire tomber, quoi, pour faire trébucher. Et je suis passée de l'autre côté de cette ligne. J'y suis pas restée longtemps, mais j'ai compris tout. Toutes les horreurs, toutes les méchancetés, les psychopathes, les viols, toutes les choses qu'a priori on se dirait mais pourquoi quelqu'un, au nom de quoi quelqu'un ferait ça? Et vraiment j'étais de l'autre côté de cette ligne en me disant ça, un bruit blanc qui était dans ma tête et que je savais qu'il pourrait perdurer vraiment toute ma vie si je bossais pas pour retourner de l'autre côté. Et c'est vraiment si vous sentez ça en ce moment, essayez de vous dire que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez repasser de l'autre côté de la ligne. N'y restez pas, forcez-vous à vous faire aider parce que on peut être tout, on peut être le pire et le meilleur de soi. Donc restez pas de l'autre côté. Tu pensais que ça allait être marrant en fait. Hein. Je te donne une machine à remonter dans le temps et t'as le droit d'aller te voir dans le passé, n'importe quel âge. Qu'est-ce que tu vas te dire? C'est quoi les conseils que tu aurais eu besoin d'entendre et de la part de quelqu'un en qui tu as une confiance aveugle, c'est-à-dire toi-même? C'est hyper dur de répondre à ça parce que d'un côté, j'ai peur de me trahir si je dis quoi que ce soit. Tu vois, si je spoil quoi que ce soit. Mais en effet, j'aurais eu bien besoin d'un peu de confiance. Donc, je me serais dit... T'as pas besoin de Monsieur Applegame, va apprendre des langues sans lui. Je regrette tellement de pas parler 14 langues. Catastrophe. Ouais, je pense que je m'arrêterai à ça. Et le reste, c'est important pour être empathique, c'est important d'être à toutes les places. C'est pour ça que quand j'ai commencé à faire du cinéma, j'avais envie de faire de la régie, j'avais envie donc le régisseur, c'est la personne qui fait les sandwichs et qui emmène les gens, c'est vraiment la maman qui fait tout sur le plateau. Du plateau. Et j'avais envie de faire ça pour ne pas être une connasse de comédienne qui fait des siestes dans sa loge, tu vois. Il faut être empathique dans la vie. Vous pouvez pas. D'ailleurs, si vous voulez produire quelque chose et écrire et tout, c'est obligé que vous vous mettiez à la place des autres pour faire des bons dialogues. Sinon, ça va sentir la fausseté et ça sera pas joli, quoi. Voilà. Dernière question. C'est quoi ton espoir le plus fort? Alors, je vais faire comme un drone. Je vais partir du local pour aller au global, d'accord? Vas-y, tout de suite. Mon plus grand espoir, c'est qu'on continue à se parler avec les gens parce que, bon, que ça soit sur les lives Instagram, que ça soit partout, sur Twitter, sur Facebook, sur le mail de l'émission, enfin, partout. Et d'avoir encore la foi de vraiment me prendre la tête pour répondre aux gens et qu'on se dise, tu sais quoi? Là, ça va. On verra dans 1 heure, mais là, en tout cas, on est bien. Parce que se créer des petits souvenirs de rien comme ça, où tu dis, ouais, ok, là, c'est vraiment la merde, putain, j'aimerais bien me sentir à nouveau comme je me suis sentie la semaine dernière et que j'avais le soleil et que je mangeais une brioche sur un banc, tu vois. Et je trouve que c'est que des petits éléments du puzzle global qui font qu'on est bien ou pas. Et comme tu vois, je suis terrorisée d'être en dépression, comme tu peux le comprendre depuis le début de ce podcast. Mais il y a mon plus grand espoir, c'est que les gens ils aient conscience qu'ils ont une force extraordinaire et que personne n'est méchant intentionnellement. Il faudrait qu'on en ait conscience. C'est-à-dire que si quelqu'un est chiant et con, vous fait chier, c'est forcément, il y a une racine. Alors ok, c'est chiant que ça soit vous qui ayez à réfléchir, mais comme vous êtes en train de vous poser la question, ouais, j'ai pas envie de réfléchir, mais je suis quand même en train de réfléchir, ça veut dire que vous êtes plus intelligent et donc que vous avez les épaules pour le faire, donc faites-le parce que vous améliorez votre vie à vous en réfléchissant pour les autres en étant empathique. Et ne vous taisez pas, du coup. Non, voilà, c'est ça. Vous voyez, occupez l'espace, occupez la place publique. Tu m'avais répondu que le jour où tu as pris conscience de ta voix, de ton pouvoir, de ton impact, c'est quand ton livre est sorti. Ouais, donc, ton premier roman. Tu m'as dit, j'ai compris que j'étais pas seule dans mon bateau et qu'à force de travailler, j'avais une place dans l'espace public. Je suis pas d'accord avec ta réponse parce que moi je pense que c'est toutes les fois où tu as pris la parole, que ce soit sur Twitter, sur le harcèlement de rue, sur Mademoiselle, à travers tes personnages, à travers tous tes écrits, à travers tes sketchs, toutes les blagues que tu fais et qui sont beaucoup plus puissantes que juste faire rire. Ça fait très longtemps que tu as une voix exceptionnelle et merci beaucoup
de me l'avoir prêté pour ce podcast. Merci de m'avoir invitée. L'Art de la guerre 2, ton premier roman, est en librairie. Je ne l'ai pas fini, mais vraiment, je vais le savourer. Qu'est-ce que tu fous parce que je le lis et j'ai les larmes aux yeux. Et l'instant d'après, j'éclate de rire à voix haute dans mon lit. Du coup, je me suis dit, celui-là, je le lis pas en diagonale, en sautant des pages, comme j'ai l'habitude de lire les choses. Telle une rebelle que je suis. Ah non, s'il te plaît, Donc, fais pas ça. Je non. vais te retrouver de dire quoi. Non, je le savoure. En gros, l'Art de la guerre 2, ça coûte 19 € si vous l'achetez en physique, un peu moins cher si vous l'achetez en e-book, je crois que c'est 13. Si vous l'achetez en audiolivre, parce qu'il existe aussi sur audible.fr... C'est toi qui l'as fait en audiolivre. C'est moi qui l'ai lu. Je l'ai fait parce que j'avais envie que d'autres cercles puissent lire, parce que c'est bien beau d'écrire un livre, de dire « Ah, c'est super, les gens sont super, faut être super », mais ça coûte 20 balles, donc je notifie quand même que c'est pas rien, tu vois. Et sinon, je fais souvent des concours sur Twitter et sur Instagram pour en faire gagner. Parce que c'est ça mon délire. Donc, mon Twitter, c'est Socadence et mon Instagram, c'est Sophie Marie Laroui, tout attaché. Et venez, je vous ferai gagner des trucs et on fait des lives où on discute de qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer son vulgus. C'est super. Et on te retrouve régulièrement sur Mademoiselle dans l'émission. Grave. On mettra tout ce qu'il faut comme lien et comme information dans l'article sur mademoiselle.com. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie. Bisous tout le monde. Merci beaucoup d'avoir écouté ce tout premier épisode de Sois gentil, dis merci, fais un bisou. Si tu veux vraiment me faire plaisir, n'hésite pas à t'abonner au podcast de mademoiselle.com. Et si tu veux vraiment me faire plaisir, tu peux aller mettre 5 étoiles sur iTunes et me laisser un avis, un commentaire. Fais-moi des retours, c'est le premier épisode et j'ai hâte de lire pour savoir qu'est-ce que je peux faire pour la suite.